Yanis Djelelia, je suis interne en médecine d'urgence sur Paris. Et aujourd'hui, on va faire une conférence, donc on va parler essentiellement d'urgence et de réanimation. Je vous laisse mon adresse mail et mon numéro de portable. Si vous avez des questions au décours de la conférence ou même dans l'année, de temps en temps, je peux recevoir des SMS ou des mails d'étudiants pour autre chose, vous avez des coups de stress ou des questions d'ordre organisationnel ou même besoin d'avis ou d'autres choses, n'hésitez pas, hein. En tout cas, ma boîte mail et mon numéro de portable vous sont ouverts. Euh, donc les urgences, la médecine de l'aiguë comporte majoritairement donc trois spécialités. La médecine d'urgence, euh, donc les DESMU, la MIR, médecine intensive et réanimatoire, la MAR, médecine d'anesthésie et de réanimation. Bon, les trois ne sont pas voués à vous guider vers les mêmes services, même s'il y a des croisements, notamment par exemple en réanimation médicale, il y a pas mal de cardiologues, d'urgentistes, de néphrologues qui travaillent dans ces services-là. Mais la médecine d'urgence donc a pour vocation première, en tout cas, de vous guider vers les services d'urgence et également sur le préhospitalier, donc sur le SMUR. La MIR plutôt vers la réanimation du coup médicale. Et enfin la MAR, donc plutôt vers l'anesthésie et la réanimation chirurgicale. Mais bon, il faut toujours garder à l'esprit qu'il y a des petits ponts entre ces différents services et que, bon, quoi qu'il arrive, si vous êtes motivé et que vous avez une passion pour un sujet, vous pouvez totalement voilà, vagabonder et exercer ailleurs. On a de la chance, c'est pas vraiment cloisonné. Euh, Donc voilà pour la petite introduction. Donc cette conférence, donc c'est une conférence préenregistrée. Donc l'objectif c'est que vous puissiez y avoir accès quand vous le souhaitez, avant même qu'elle ait lieu en live. Si vous préférez la voir avec moi qui suis connecté en live pour poser des questions ou échanger, dans ce cas, ça aura lieu dans l'année. Vous aurez peut-être déjà même le planning à disposition. Ce sera donc dans l'année. Donc, elle durera peut-être un peu moins longtemps que ce qui est prévu, étant donné que, bon, vu qu'on n'a pas de questions ni d'interactions particulières, euh, voilà, ça va un chouille plus vite. Mais alors, ça, c'est le collège du CEMIR, le collège des enseignants de médecine intensive, le collège des MIR et de réanimation, que je vous encourage vraiment à consulter. Il est très très bien fait. Vous avez la case donc d'FASM et ECN, et dedans donc vous avez vraiment énormément de contenu. Le collège de réanimation médicale, médecine intensive et réanimation médicale, souvent personne ne sait vraiment comment le bosser ni quand. C'est un peu un collège à faire à la toute fin, en synthèse de tout, parce qu'il y a même dedans différents onglets, l'onglet néphrologie, neurologie, cardiologie. Euh, et c'est vraiment l'hyper aigu de chaque organe. Donc, autant d'abord maîtriser en fait chaque organe, ou alors le faire en fin de pôle. C'est-à-dire si vous êtes en pôle néphro-uro, et ben à la fin vous jetez un coup d'œil à la partie néphro-uro, choc septique à point d'entrée urinaire par exemple, ou transplantation rénale ou autres, qui sont dans le collège. Il y a aussi toutes les parties sur les troubles ioniques qui sont dans le collège de réanimation, qui vous donne un autre aspect, peut-être parfois un aspect un peu plus pratique, un peu moins physio, brut, notamment par exemple pour la néphro, qui, qui rend donc plutôt intéressant à, à, travailler. Mais toutes les personnes qui l'ont lu et qui le lisent, même autour de moi, dans mes amis internes, on garde vraiment un très bon souvenir de ce collège. C'est vraiment un collège qui éclaircit les idées. Seul problème, c'est qu'il est gros, il est long, et voilà, il demande du temps. Aujourd'hui, on va voir plusieurs items ensemble. L'item 332, 150, bon, je ne vais pas tous vous les lister, hein, mais ils sont affichés. On va également, donc ça c'est la liste complémentaire des items également que nous allons aborder.
Donc ça, c'est une première petite diapositive pour vous avertir sur l'importance quand vous remplissez les patients de ne pas les remplir n'importe comment. Parce que quand on remplit trop un patient par rapport à son hémodynamique, par rapport à sa corpulence, le risque, c'est qu'on crée un troisième secteur. Ça veut dire qu'on vient inonder, grossièrement, hein, le patient. Du coup, ça va créer une hyperpression dans la cavité abdominale. Et du coup, vous pouvez voir là les petits espaces un peu noircis, hein, au niveau de l'intestin. En fait, c'est des zones de nécrose. L'intestin a commencé à nécroser un peu. D'accord? Lié à cette hyperpression dans la cavité abdominale. Donc attention, attention. Du coup, là, ils ont fait une laparotomie de décharge pour diminuer la pression. Euh, et ça, on en rediscutera un peu après. Donc là, on va partir sur un petit peu de physio, d'accord? Et après, on aura des dossiers. Et il y aura également la conférence TP où là, il y aura beaucoup plus de QI euh, et également un peu de cours quand même, de rappel de cours. Voilà. Qu'est-ce qu'un état de choc? Je laisse 30 secondes pour réfléchir chez vous. Donc, un état de choc, c'est une urgence vitale. Parce que là, on n'a pas inventé l'eau chaude aujourd'hui. C'est à bien dissocier d'une chute de tension artérielle. D'accord? Euh, c'est différent de l'état de choc. Un état de choc, c'est une défaillance du système circulatoire qui entraîne une inadéquation entre mes apports et mes besoins tissulaires en oxygène. Donc, à bien dissocier du collapsus, qui lui est une chute brutale de la tension artérielle. D'accord? Le collapsus, c'est une définition hémodynamique. D'accord? À différencier de l'état de choc où là, on a une inadéquation entre nos apports et nos besoins en oxygène. Nos apports en oxygène sont inférieurs à nos besoins en oxygène. Ça signe une ischémie tissulaire. C'est une définition qui, elle, est métabolique. D'accord? Juste petit aparté, la partie anesthésie et réanimation chirurgicale est abordée par Fanny Tortelier. D'accord? Euh, dans une autre conférence. C'est normal si on n'en parle pas ici. Donc bon, à l'état normal, donc notre cœur va fournir un débit, va irriguer de façon abondante et suffisante euh, notre foie, notre estomac, notre système digestif et voilà, l'ensemble des organes du corps. Donc nos besoins en oxygène sont en équilibre sur la balance avec nos apports en oxygène. Lors d'un collapsus euh, et d'un état de choc, on va avoir des besoins, enfin on va avoir un problème, on va avoir des apports qui vont être diminués par rapport à nos besoins, ce qui va traîner une ischémie cellulaire. D'accord? Il y a deux phases dans un état de choc à bien différencier. Le choc est compensé, donc c'est au début, on a une hypoperfusion tissulaire, c'est équilibré par les mécanismes d'adaptation du corps, d'accord? Et cliniquement, on a une absence de chute de la pression artérielle. Ensuite, on a la deuxième phase, donc c'est le choc décompensé, et là, l'adaptation de l'organisme n'est pas suffisante. Donc cliniquement, on va avoir une chute de la pression artérielle. Donc qu'est-ce qu'on doit retenir de cette diapo? C'est que c'est pas parce que ma pression artérielle n'est pas encore à 6,3 que je ne dois pas m'inquiéter. D'accord? On a différents mécanismes compensateurs au niveau du corps qu'on va étudier ensemble. Tout d'abord, leur objectif est de maintenir la meilleure pression de perfusion possible des organes. On a le système nerveux sympathique, donc, qui est équipé de baroréflexes à haute pression, de baroréflexes à basse pression, de volorécepteurs au niveau de l'oreillette droite et de chémorécepteurs. On a également le système rénine-angiotensine-aldostérone et vasopressine. Et on peut aussi avoir l'activation cortico-surrénalienne. On va aller voir dans le détail. Si vous comprenez la physio des mécanismes compensateurs de l'organisme, ça va vraiment vous aider par la suite pour bien réfléchir face à ces patients-là et pas seulement pour les EDN, hein, même cliniquement. Donc,
Les baroréflexes à haute pression sont de localisation artérielle, niveau proximal aortique. Leur stimulus est donc, on a une baisse de pression ressentie au niveau artériel, d'accord, qui est due à l'hypovolémie centrale, et derrière entraîne une stimulation des centres vasomoteurs cérébraux et une vasoconstriction artérielle et veineuse. Les baroréflexes à basse pression sont, eux, localisés plutôt au niveau du système veineux central, des artères et des artères pulmonaires. Eux, leur stimulus, donc ce qui va les titiller, c'est la baisse de pression ressentie au niveau veineux, d'accord, mais également due à l'hypovolémie centrale. Et leur action va être de stimuler également les centres vasomoteurs cérébraux et d'entraîner également une vasoconstriction artérielle et veineuse. On a également les volorécepteurs de l'oreillette droite, donc qui sont localisés au niveau de la paroi auriculaire droite. Ils vont être stimulés par un baisse de la volémie. Leur action va être la stimulation des centres vasomoteurs cérébraux, qui va entraîner également une vasoconstriction artérielle et veineuse. Et les derniers, les chémorécepteurs, donc eux vont être stimulés par l'hypoxémie et les variations de Capni. Et leur action entraînera donc une stimulation des centres vasomoteurs cérébraux et une vasoconstriction artérielle et veineuse. Je vous laisse vous imprégner un peu de la diapo. Donc ça, c'est pour le système sympathique. Le système rénine-angiotensin-aldostérone, ça, on vous le bassine dessus depuis longtemps et énormément en néphro, que la production de rénine est stimulée par la baisse de pression au niveau de l'artère rénale. D'accord. Donc, mon angiotensinogène est transformé en angiotensine 1 par ma rénine, puis en angiotensine 2 par mon enzyme de conversion. D'accord. L'angiotensine. Derrière, cette angiotensine 2 va permettre la sécrétion de vasopressine, d'aldostérone, la résorption de potassium, de sodium pardon, et de chlore, la vasoconstriction vasculaire et l'activation du système sympathique. Tout cela entraînera donc de la rétention hydrosodée, une augmentation de la volémie, une augmentation de la perfusion juxtaglomérulaire et une augmentation de la pression artérielle. Dans quelle maladie le dosage de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 1 est dosé? Enfin, dans quelle maladie son dosage est très important? Du coup, vous essayez de répondre dans votre tête. Bon, c'est la sarcoïdose. À bien connaître. L'activation cortico-surrénalienne. Alors là, on a une activation du système neuro-humoral sympathique périphérique euh, qui entraîne donc mon activation cortico-surrénalienne, qui produit des catécholamines, donc la noradrée et de l'adrée, qui entraînera également une vasoconstriction périphérique, une stimulation cardiaque chronotrope et inotrope.